Alors, que représente le cyclope? Bon, pour comprendre cette question, il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle représenter. En fait, représenter, ça veut dire présenter à l'esprit. C'est-à-dire permettre à l'esprit de se faire une image de quelque chose. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de se faire une image. C'est par exemple tout ce qui existe, tous les objets qu'on croise au quotidien, on n'a pas besoin de s'en faire une image. Mais il y a des choses qu'on appelle des choses abstraites. Les choses abstraites, c'est par exemple les idées. Et là, on a du mal à se les représenter. Donc, on va créer des représentations. C'est-à-dire des objets qui vont faire penser à telle ou telle idée. Je vais prendre un exemple pour être plus clair. Cet exemple, vous vous souvenez, quand on a étudié la Bible, par exemple dans la Bible, on avait le personnage du serpent. Et le serpent, il représentait le mal. Vous voyez, si je vous dis dessinez-moi le mal, vous allez avoir du mal à le dessiner. Il va falloir trouver quelque chose pour le représenter. Et donc dans la Bible, on pense au serpent. Et quand on va maintenant voir un serpent dans notre culture, on va tout de suite penser à un personnage maléfique. Il va représenter le mal. De la même façon, dans la Bible, souvenez-vous, on avait la colombe et la branche d'olivier qui représentaient la paix. C'est pareil, la paix, le mal, ce sont des idées. On ne peut pas les dessiner. Pour les représenter, il faut qu'on y associe un objet qui existe dans la réalité. Tous les personnages de l'Odyssée représentent quelque chose. Ils représentent une idée. Donc pour trouver ce qu'ils représentent, il faut d'abord que ce ne soit pas eux-mêmes. Donc par exemple, il y en a qui m'ont dit les cyclopes représentent des grands monstres avec un seul œil. Mais non, c'est pas bon. Parce que ce sont de grands monstres avec un seul œil. Je suis d'accord. Mais ils doivent représenter autre chose qu'eux-mêmes. Et ils doivent représenter quelque chose qui existe en vrai. Par exemple, la paix, le mal, ce sont des choses qui existent. Alors il y en a qui m'ont dit les cyclopes représentent Poséidon. Donc ça, c'est pas idiot. Ils pourraient représenter Poséidon. Mais encore une fois, Poséidon, il n'existe pas. Donc c'est pas possible. Et Poséidon lui-même, il représente quelque chose. Poséidon, il représente la mer, il représente les tempêtes, toutes les forces qui nous dépassent quand on prend la mer. Donc il faut trouver quelque chose que représentent les cyclopes. Pour ça, il faut qu'on s'intéresse à ce qu'on nous dit sur les cyclopes. Donc qu'est-ce qu'on nous dit sur les cyclopes? On nous dit qu'ils n'ont pas de loi, on nous dit qu'ils vivent tout seuls, on nous dit que ce sont des monstres, on nous dit qu'ils mangent les compagnons d'Ulysse, qu'ils ne respectent pas les dieux, qu'ils ne respectent pas les lois et qu'ils agissent de manière très cruelle et brutale. Et donc là, j'ai eu plusieurs réponses qui collent, qui sont bien. Par exemple, on m'a dit que les cyclopes, ils représentent la cruauté, ou qu'ils représentent le chaos, ou la brutalité. Donc tout ça, c'est très très bien. Ce sont des choses qui collent, parce que le chaos, la brutalité, ça existe vraiment. Pourtant, on ne peut pas les dessiner. Et le cyclope, il correspond à ça, parce qu'il est brutal, parce qu'il n'a pas de loi, et qu'il est cruel. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin pour comprendre ça. C'est qu'en fait, on va réfléchir pour comprendre un petit peu ce que vraiment représente le cyclope. Eh bien, il faut le comparer avec l'épisode d'Ulysse chez Alkinos et chez les Phéaciens. Souvenons-nous qu'Ulysse, au début de l'histoire, il part de chez Calypso. Et il part de chez Calypso en nous disant « je veux rester un homme, un mortel. Je ne veux pas devenir un dieu. » Donc toute l'aventure d'Ulysse, ça va être comment on fait, quelle est cette aventure qui est être un être humain. Et il va y avoir plusieurs étapes pour comprendre ça. Et la première étape, donc, c'est son arrivée chez les Phéaciens avec Alkinos et l'histoire avec le cyclope. Et en fait, ici, on va avoir deux manières de vivre. La première manière, c'est celle des Phéaciens. Vous vous souvenez, les Phéaciens, ils vivent dans une harmonie totale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de loi non plus, mais parce qu'ils sont tellement gentils tous, ils sont tellement respectueux des dieux, des lois, ils respectent tout à fait les lois de l'hospitalité. Donc ils sont tellement respectueux qu'ils n'ont pas besoin de loi. Et les cyclopes, eux, ils n'ont pas de loi non plus, mais parce qu'ils sont brutaux et cruels, et qu'ils vivent dans le chaos. Donc on a deux manières de vivre dans ces deux histoires. Mais aucune de ces deux manières n'est la manière des êtres humains. Puisque les Phéaciens, en fait, et Alkinos et Nausicaa, etc., en fait, ils vivent presque comme des dieux. Vous vous souvenez, on dirait qu'ils sont au paradis. Ce sont des choses qui ne sont pas humaines. Ils ont des arbres qui donnent des fruits toute l'année. Ils sont tous
extrêmement gentil et respectueux. Ça, c'est pas humain. Et même Ulysse, quand il voit Nausicaa la première fois, il se demande, il dit, mais est-ce que tu es une femme ou est-ce que tu es une déesse? Donc, on a une première manière de vivre qui est celle des dieux. La manière de vivre des dieux, c'est de vivre dans l'harmonie la plus totale parce qu'ils n'ont pas besoin de loi. Et puis, juste après, on va voir une deuxième manière qui va s'y opposer, c'est celle des cyclopes. Et les cyclopes, ils représentent en fait l'état sauvage. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus des êtres humains, ce sont des animaux, ce sont des monstres. Et qu'est-ce que c'est que l'état sauvage? C'est vivre sans loi, tout seul, sans rien respecter, et en étant une brute, en faisant marcher la loi du plus fort. Et ça, c'est pas non plus une manière humaine de vivre. Et la manière humaine de vivre, c'est celle d'Ulysse. Elle est un peu entre les deux. Vous voyez? Ulysse, lui, il va avoir besoin de respecter des lois, notamment celle de l'hospitalité. Il va également respecter les dieux, puisqu'il va essayer de faire une libation aux dieux, de vouloir faire des cérémonies, etc. Donc le cyclope, ce qu'il représente en fait, c'est ce qu'on appelle la barbarie. La barbarie, c'est une manière de vivre qui n'est pas civilisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'agriculture, on n'a pas de loi et on n'a pas de respect de ce qui est sacré. Souvenez-vous que pour les Grecs et les Romains, respecter les dieux, respecter les rituels, respecter le sacré, c'est extrêmement important pour les êtres humains. Souvenez-vous, dans les Métamorphoses d'Ovide, par exemple, dès qu'on avait un personnage qui ne respectait pas les dieux, je vous rappelle par exemple Lycaon ou Arachné, qui ne respectaient pas les dieux qu'ils avaient en face d'eux, eh bien ils étaient transformés en animaux, comme pour nous dire, en fait un être humain ça doit respecter les dieux, si vous ne respectez pas les dieux, vous n'êtes plus des êtres humains. Bien ici dans l'Odyssée c'est un petit peu pareil. On nous dit, si vous ne respectez pas les dieux, si vous ne respectez pas les lois, vous êtes un monstre, vous êtes un barbare, vous êtes un cyclope. Et donc Ulysse, qu'est-ce qu'il représente lui dans cette histoire? Bien, il représente l'être humain. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? C'est quelqu'un qui n'est pas un dieu, mais qui n'est pas non plus un animal ou un monstre. Il est entre les deux. Et pour pouvoir se situer correctement entre les deux, il va avoir besoin de respecter des choses. Première chose qu'il va devoir respecter, les lois, notamment la loi de l'hospitalité. Dans ce début d'histoire, c'est très important. Vous voyez, chez Alkinos ou chez les cyclopes, il y a cette question d'hospitalité. Pourquoi? Parce que l'hospitalité, c'est ce qui nous permet de bien accueillir les étrangers. Or, si on accueille bien les étrangers, on va pouvoir vivre ensemble, on va pouvoir vivre en paix, si on respecte les gens qui sont différents de nous. Et donc, on va pouvoir construire une civilisation, une société, une manière de vivre à plusieurs. Puisque le cyclope, lui, il vit tout seul, puisqu'il n'a pas de loi. Donc, première chose, respecter les lois. Deuxième chose, respecter ce qui est sacré. Donc ce sont les deux choses que nous apprend l'Odyssée au départ pour savoir ce que c'est qu'être un être humain. Mais dans cette histoire, il y a autre chose qui est intéressant. C'est que Ulysse, qu'est-ce qu'il fait lui aussi? Il fait fonctionner sa ruse, son intelligence, sa raison. Alors que le cyclope, lui, il fait fonctionner la force. Et il est un peu bête, parce que quand tu lui dis « je m'appelle personne », il ne comprend pas. Il pense que c'est un prénom, personne. Donc il se fait avoir, il est naïf. Donc qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Que l'être humain, c'est en fait quelqu'un qui fait fonctionner son intelligence avant de faire fonctionner la violence. Donc c'est quelqu'un de raisonnable. Donc l'être humain, si on fait le point, c'est un mortel. Et c'est un mortel qui a besoin de lois pour vivre ensemble. Et qui doit respecter ce qui est sacré. Et qui doit également faire fonctionner son intelligence plutôt que sa force. Et enfin, la dernière chose qu'on apprend dans cette histoire, c'est que l'être humain, il a un défaut. C'est celui d'Ulysse. Lequel, c'est qu'il est très orgueilleux. Puisque Ulysse, une fois qu'il a réussi à s'échapper, il pourrait se dire, c'est très bien, je suis parti, tout va bien, je peux rentrer chez moi. Mais malheureusement, il ne peut pas s'empêcher de se vanter et de narguer le cyclope en lui disant, mais en fait c'est moi, Ulysse, répands mon nom, parce qu'il a envie de gloire, Ulysse, il a envie qu'on dise que c'est le meilleur. Et c'est la cause de tous ses malheurs, puisque s'il n'avait pas fait ça, il aurait pu rentrer chez lui. Mais comme Poséidon va le poursuivre, il ne va pas y arriver. Donc, dernière chose qu'on apprend sur l'être humain, c'est que la cause des malheurs de l'être humain et de toutes ses souffrances, c'est son orgueil. C'est le fait qu'il a toujours besoin de se montrer supérieur aux autres. Et ça va être le gros défaut d'Ulysse dans cette histoire. Voilà pour ce qu'on peut interpréter de l'histoire du cyclope, ce qu'il pourrait représenter par rapport à ce que nous dit le texte.